Donc, je suis très heureux de vous accueillir en fait pour cette session de webinaire. Je tiens juste à noter que cette session en fait est surtout destinée, on va dire, aux nouveaux utilisateurs. Donc, ça va être plus une prise en main, on va dire, du logiciel quand on ne sait rien faire dessus, on va dire. Pour dégrossir un peu la foule d'informations qui vous arrive au premier lancement. Et donc pour ça, en fait, je vais être accompagné donc de Philippe qui va donc vous présenter la prise en main de Vectorworks, du moins les premiers pas dans Vectorworks. Donc il est actuellement 14h53. On va attendre un petit peu que les gens commencent à arriver en masse, du moins je l'espère. Voilà. Alors, je pense que j'ai désactivé en fait la vidéo de tout le monde. Ça permettra un meilleur débit. Éventuellement, donc, le webinaire en fait va se présenter en, on va dire, deux parties. Une partie, on va dire, découverte du logiciel et une partie présentation de, on va dire, de quelques bonus qui concernent en fait les nouveautés de Vectorworks 2021. Voilà, bah, écoutez, on n'a plus qu'à attendre qu'il soit l'heure de commencer. Éventuellement, ce que je pourrais demander donc, à Philippe, c'est qu'il puisse éventuellement se présenter. À vous. Bonjour, oui, je suis Philippe. On va passer une petite heure ensemble dans ce webinaire. Je suis formateur au sein de Design Express et puis je réalise aussi des documents pédagogiques, des vidéos, des tutoriaux et puis ce webinaire comme aujourd'hui. Alors, si tu pouvais activer ta caméra, du coup. Ouais. Alors, voilà. Alors, en ce qui concerne, donc, oui, il y a un truc que je n'ai pas parlé. Donc, Gilles nous dit que les nouveautés donc, 2021 intéressent. Alors, attention, on ne va pas tout présenter. Hein. On va présenter, on va dire, un bref aperçu, on va dire, de ce qui fait les points forts de Vectorworks 2021 en termes de nouveautés. Voilà. Je ne voudrais pas que vous soyez déçus, en fait, parce qu'en fait, la première partie va se concentrer, on va dire, beaucoup plus sur l'aspect, on va dire, pratique. La deuxième partie, c'est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mais ça ne durera pas très, très longtemps. Hein. On a prévu à peu près un quart d'heure, on va dire, de présentation des différentes nouveautés. Je voulais aussi vous dire, en fait, que vous êtes invités éventuellement à poser toutes vos questions, en fait, dans le chat. On n'y répondra pas forcément, en fait, en direct. À la fin de la première partie, je prendrai quelques questions pour pouvoir, on va dire, répondre sur le vif. Et la majeure partie, on va dire, des questions qui seront posées, si on ne peut pas y répondre, de toute façon, après je dirais, la partie présentation, on fera à ce moment-là un article sur le blog où on pourra éventuellement recenser toutes les questions et pouvoir y répondre de façon beaucoup plus apaisée. Voilà. Il est 14h56. Alors, par contre, je ne sais pas si... alors, je voulais simplement vous dire qu'on n'est pas des pros de Zoom. Donc, soyez indulgents en ce qui concerne, on va dire, la partie diffusion. Il risque d'y avoir des couacs, on va dire, dans le passage de flambeau. Donc voilà, simplement, je dirais qu'on est un peu plus expert sur Vectorworks que sur Zoom, malheureusement.
Donc voilà, soyez un peu indulgents avec le côté, on va dire, avec la forme. Et donc, je vois que vous commencez à être nombreux. Donc, bonjour donc à Samuel et bonjour à Vanacker qui viennent de nous rejoindre du coup. Alors, c'est pareil. On va donc enregistrer le webinaire. Il sera donc mis en ligne peu de temps, on va dire, après la diffusion, à savoir, on l'espère, demain, si on est rapide et réactif. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Donc, disponible sur notre canal, on va dire, YouTube, Vectorworks francophone. Et justement, à ce propos, je tenais à vous rappeler qu'on a un blog en fait, qui recense pas mal d'articles. En fait. Donc, je vous invite éventuellement à le visiter de temps en temps. Voilà. 14h58. Alors. On va, je pense, attendre encore quelques minutes. On va commencer, on va dire, avec peut-être 1 à 2 minutes de retard, histoire de laisser tout le monde, on va dire, arriver tranquillement. Et donc, alors, juste pour faire patienter, je voulais aussi vous dire que c'est une première pour moi, on va dire, de faire le webinaire de ce côté-là, en fait, en position d'animateur. Voilà, je pense que Philippe, c'est aussi une première pour lui en tant que présentateur. Absolument. En tant que présentateur de webinaire. En fait, Philippe a un cursus assez lourd, on va dire, en parlant de Vectorworks. Je crois que tu as on va dire 20 ans de formation, 15 ans de formation. À peu près. Enfin, sur Vectorworks, mais en formation, c'est beaucoup plus que ça. Sur Vectorworks, je fais des formations depuis 2004. Voilà. Donc, bravo, Philippe. Peut-être que le produit le mérite. Bon, simplement pour dire que ce n'est pas évident en fait, de parler à une assemblée comme ça. Je dirais qu'il faut avoir des prédispositions. Moi, c'est pas naturel pour moi. Et donc voilà, je tenais à vous en faire part. Ce sera pris en compte dans la note finale. C'est ça. Bon, allez, on va dire qu'on va commencer tranquillement. Tant pis pour les retardataires. Écoute, Philippe, je vais te laisser la parole. Ouais. Je vais partager mon écran. Et c'est parti. Voilà. Alors. Eh bien, voilà. C'est parti. Eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Merci avant tout d'y assister. Il va s'adresser principalement aux personnes, comme l'a dit Adam, qui ne connaissent pas Vectorworks. Et son but, en fait, c'est avant tout de vous aider à mieux vous repérer dans l'interface du logiciel et vous éviter de vous sentir un peu trop perdu quand vous allez avoir un premier contact avec le produit. Alors,
Adam l'a dit, on a constitué ce webinaire en deux parties et la première partie sera consacrée à la découverte de Vectorworks à travers trois grands axes. On a choisi comme premier axe la présentation de l'interface de travail. On va suivre avec l'organisation d'un document et une introduction à la modélisation 3D d'objets. Et puis enfin, on va voir la présentation finale d'un document. Et puis, la deuxième partie permettra, quant à elle, de découvrir quelques nouveautés de la version 2021. Adam l'a dit, on ne va pas tout montrer. On en a choisi 5. Voilà. Alors j'ai la caméra qui me gêne là-haut. Comment on masque, Adam, le menu de Cloud là-haut? Le menu de Zoom m'empêche de voir mes onglets de dessin. Ah, ça, c'est pas bien. Bon, voilà, il n'y est plus. C'est parfait. Voilà. Alors, donc, la première partie, en fait, va se concentrer sur des exemples simples afin de vous permettre d'appréhender rapidement la logique d'organisation et de modélisation du logiciel. On ne va pas rentrer dans tout le détail, mais vous allez en comprendre, en fait, les principes les plus importants. Donc, on va se consacrer dans un premier temps à l'interface de travail. Alors, notez dès à présent que Vectorworks, comme c'est un logiciel ouvert, en fait, l'interface que vous avez devant vous, c'est l'interface qui est proposée quand vous allez installer le logiciel pour la première fois. Et en fait, elle est complètement personnalisable et vous pouvez bien sûr créer votre interface personnelle. On voit ici, par exemple, dans le menu Extra qu'il y a déjà des configurations qui sont proposées par défaut. Vous avez un éditeur de configuration ici qui vous permettra de définir vos menus, vos outils, exactement comme vous le souhaitez. Et puis, bien entendu, la personnalisation que vous allez définir, elle sera récupérée dans les futures versions du logiciel et vous n'aurez pas besoin de la refaire à chaque fois. Voilà. Alors, quand j'entends démonstration d'une interface personnalisable, ça veut dire qu'ici, par exemple, je peux tout à fait prendre une palette, je peux la sortir, je vais pouvoir la dimensionner, je vais pouvoir jouer dessus, je vais pouvoir la recoller automatiquement dans mon interface. Je vais pouvoir jouer ici sur la largeur, la hauteur, etc. Je vais pouvoir donc travailler sur cette interface du logiciel. Je peux dégager toutes les palettes. Je vais pouvoir jouer ici sur la disposition et la hauteur de mes palettes. Je pourrais prendre cette palette ici, je peux la sortir. Je peux la remettre à sa place. Vous avez des petites barres bleues quand vous êtes sur Mac et vous avez des petits icônes de positionnement quand vous allez être sur Windows. Et puis, vous pouvez aussi éventuellement prendre une trousse d'une palette, on va les voir. Vous pouvez très bien la sortir si vous voulez la garder sous les yeux et vous pouvez la refermer et vous pouvez la ressortir quand vous en aurez envie. C'est extrêmement maniable. Et bien entendu, on peut le faire autant de fois qu'on le souhaite. Alors, passé cette présentation de l'interface, on va maintenant s'intéresser un petit peu à ce qu'elle contient. On va voir déjà, dans un premier temps, ici, des onglets. Ce sont des onglets qui vont permettre de pouvoir voir. J'ai encore le menu de Zoom là, qui me gêne. Comment on le masque, Adam? Tu ne peux pas le masquer. Ah, c'est intéressant. Voilà. Là, il s'en va. Oui, d'accord, je pense qu'il s'en va tout seul. Donc ici, vous voyez qu'il y a des onglets. Et oui, bon, on va attendre que... On voit des onglets ici affichés en haut, ça se présente exactement à la manière des feuilles de calcul dans un classeur Excel et ça permet de pouvoir naviguer très rapidement d'un document vers un autre. Après, tout en haut de l'écran, vous avez reconnu des menus déroulants, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est que, par exemple, le menu architecture qui est ici changera de nom selon la version que vous allez acheter. Si vous avez une version Spotlight, il s'appellera Spotlight, et si c'est une version paysage, il s'appellera paysage. Voilà. Après, ici, en dessous, vous avez deux barres horizontales. La première porte comme nom la barre d'affichage. En fait, elle donne accès à tout ce qui va permettre de gérer le document. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra accéder à des calques, on pourra accéder à des projections en perspective, on pourra accéder à des vues. Et en fait, ici, vous avez une petite flèche avec des fonctionnalités dans un menu. Dès qu'une flèche ici est cochée, eh bien, vous allez voir que ça veut dire que l'objet est présent. Et si, par exemple, ici, le bouton échelle n'est pas actif, je vais cliquer dessus et on va voir quand ma barre va me le permettre, parce que j'ai encore la barre ici qui me gêne. On ne peut pas la déplacer, ça? Malheureusement, non. C'est ennuyeux parce qu'il y a un bouton échelle qui est juste derrière et qui va m'être très utile. Alors, je vais essayer d'y accéder comme ça. Voilà, vous voyez, il y a un bouton échelle, je l'ai rajouté sur la barre d'affichage et j'ai rajouté une nouvelle option qui n'était pas présente.
Après, ici, vous avez cette barre en dessous, c'est la barre des modes. Alors, si vous choisissez un outil, vous allez voir qu'il y a des modes qui varient en fonction de l'outil. Si je suis sur un rectangle ou un cercle, ou même, par exemple, sur un mur, je vais avoir des modes qui vont apparaître et qui vont me permettre de réaliser des figures ou des objets en fonction de différents modes de réalisation. Et puis ici, à droite, eh bien, ce sont des icônes que l'on peut rajouter à la main. Il y a un deuxième menu ici, et ce sont des fonctions qui ont été préparées à l'avance, qui viennent des préférences soit du document ou du logiciel. Et au lieu d'éviter d'aller dans des boîtes de dialogue et de cocher des cases, on va activer des préférences les plus importantes et on les aura directement ici, accessibles sous les yeux. Après, vous avez ici une interface avec une règle en haut et une règle sur la gauche. Et les règles, en fait, elles affichent à la fois des dimensions d'objets. Alors, si on regarde ici, par exemple, on voit qu'entre deux réglettes, on a à peu près l'équivalent de 0,50 m. Ça donne une idée visuelle de dimension. Mais on peut aussi avoir des coordonnées des objets afin de bien vous repérer dans l'espace de travail par rapport à l'origine du document. Et puis, si vous avez des fichiers géoréférencés, vous verrez les coordonnées terrain apparaître réellement dans cette règle. Alors après, j'ai parlé du bouton échelle que j'ai activé ici. Quand on va choisir l'échelle, Vectorworks permet bien sûr de travailler avec des échelles. On a des échelles prédéfinies. On pourrait très bien rajouter la nôtre et en changer à loisir au sein de mon projet. Et puis, on peut aussi y accéder en faisant un clic droit. Vous avez la commande ici qui s'appelle échelle du cacte actif. C'est exactement la même fonctionnalité, mais avec un accès différent. Vectorworks permet également de travailler avec des unités. Donc ici, on va pouvoir les définir. On a des unités métriques ici, enfin linéaires. Et puis à côté, on a des unités pour les surfaces, pour les volumes, pour des angles, etc. Et en fait, elles contiennent des informations numériques du document, y compris les cotations, c'est-à-dire que si vous changez l'unité de travail, eh bien, les cotations vont s'adapter automatiquement. Vient en dessous ici un petit rectangle gris au milieu de la page, ça s'appelle la zone d'impression. Donc, c'est le rectangle gris en fait, qui délimite la zone de travail par défaut. Bien entendu, cette zone de travail est complètement modifiable en taille et en orientation, et ça vous donne une idée de la taille d'une feuille de papier dans votre espace de travail en fonction de l'échelle choisie. Par exemple, si je dessine ici un objet dans l'écran et puis qu'il sort de la feuille, je peux très bien choisir une échelle plus importante de manière à l'y faire rentrer. Voilà. Donc ça, c'est pour l'interface dans un premier temps. Après, nous allons nous consacrer un petit peu aux palettes. Donc les palettes, vous les voyez affichées ici sur les côtés de l'écran. Tout en haut, vous avez la palette des outils de base. En fait, alors c'est le point d'entrée pour dessiner des objets 2D, mais aussi 3D, puisqu'on va s'en servir pour s'appuyer dessus. Hors objet paramétrique, j'entends, et en fait, elle contient à elle toute seule tout ce qu'il faut pour dessiner et modifier. Vous voyez, j'ai des outils de dessin et puis j'ai des outils de modification situés dans un même endroit. Donc, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle regroupe à elle seule beaucoup de fonctionnalités. En dessous, vous allez voir une palette d'outils appelés outils supplémentaires. Ils sont donc organisés sous forme de trousses d'outils. Alors, certains vont dépendre de la version que vous avez acquise. Ce n'est pas les mêmes palettes entre architecture, Spotlight ou Landmark. Et on a des outils paramétriques. Par exemple, si je vais sur la trousse architecture, l'outil mur est un outil paramétrique. Si je vais pour ce paysage, par exemple, eh bien, je vais voir des routes, des éléments ici qui sont paramétriques également. Situé juste en dessous, nous avons ce qu'on appelle la palette des attributs. Alors, c'est une palette extrêmement intéressante et très riche et qui propose beaucoup d'attributs graphiques. Je vais vous montrer un exemple ici. Si j'arrive à cliquer sur mon onglet, c'est un test. Hein. Je ne peux pas cliquer sur... Il faudrait descendre ton écran. Ouais, non, mais voilà, donc ça y est. En fait, je vais essayer de me surprendre. Vous voyez qu'ici, au lieu de vous éviter de discuter pendant 1 heure sur ce qu'on peut faire, cette plage de présentation ici vous montre très rapidement ce qu'on peut faire au niveau des attributs graphiques. Vous voyez qu'il y a beaucoup de manières de remplir des zones. On peut travailler avec des ombres portées, on va pouvoir travailler avec des transparences. Et puis ici, vous avez une série de types de traits qui sont proposés par défaut, mais il est évident que vous pouvez inventer les vôtres. C'est absolument pas limité. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il est possible de faire, je vais vous montrer par exemple, après la démonstration de ces attributs, une application sur un petit dessin très simple.
Et là où Vectorworks va avoir un intérêt, c'est qu'en fait, par exemple, si on regarde bien ce dessin qui ne représente pas grand-chose de complexe, si on regarde la piscine ici, par exemple, eh bien, je l'ai constituée en superposant différents objets. Vous voyez, je l'ai constitué de 3 objets. J'ai fait un rectangle avec une texture, j'ai fait un rectangle avec un dégradé, et puis j'ai créé un polygone dont j'ai retiré le contour, et pour lesquels j'ai créé des transparences. Et quand je vais superposer ces 3 objets, je vais avoir un rendu réaliste beaucoup plus esthétique, ce qui indique que vous pouvez produire des plans 2D de très belle qualité. Je vais vous en montrer un autre ici avec un plan paysager, où là, on a une représentation assez détaillée de tout ce que la palette des attributs vous offre. Alors après, nous avons ici la palette des attirances. Donc, les attirances curseurs, en fait, c'est la garantie d'une construction précise et d'une bonne relation entre les objets. Donc, par exemple, ici, si je reviens sur mon dessin, si j'arrive à attraper l'onglet. Voilà. Donc, si par exemple, ici, je dessine un objet, vous allez voir qu'immédiatement, je vais retrouver ici des messages remarquables. Et puis, si je veux dessiner un autre objet, j'aurai à nouveau un message curseur qui me permettra de m'afficher avec une grande précision et de me caler sur les objets. Alors, je vais changer de mode ici. Voilà. Vous voyez, j'ai des messages qui me permettent de m'accrocher avec une grande précision sur les objets que j'ai déjà tracés. Alors, on peut paramétrer ces attirances. En fait, il suffit de double-cliquer dedans et on a des réglages pour chacune d'entre elles. Nous allons nous concentrer un petit peu maintenant sur alors j'ai une zone qui me gêne ici. Nous allons nous concentrer ici sur la palette info-objet. Alors cette palette, elle est extrêmement importante et il convient de toujours la laisser afficher. S'il y en a une qu'il ne faut jamais masquer, c'est bien elle. Elle va représenter en fait la fiche d'identité d'un objet que j'ai sélectionné. Si par exemple je prends ce rectangle, je vais voir afficher ici des informations qui lui sont propres et on va voir que cette palette, elle est déclinée sous forme de 3 onglets. On a un onglet objet en fait, qui va proposer des informations inhérentes à l'objet que je sélectionne. On a un onglet données qui va me permettre d'associer des bases de données à des objets ou des entités IFC, puisque on peut les identifier, puisque le Vectorworks c'est un logiciel qui est 100% compatible BIM. Et puis, nous avons ici un onglet texture qui va permettre de texturer en 3D des objets. Alors, ce qui est intéressant dans la palette info-objet, si on la regarde un tout petit peu ici, on va voir que elle donne des informations spatiales de l'objet. Je vois ici sur quel calque mon objet a été dessiné. Je vois la classe à laquelle il appartient. Je vois le plan dans lequel je l'ai tracé. Et puis, ici, j'ai des informations numériques. Donc, je vois qu'il fait 0,95 m. Alors, je vais plutôt en prendre qu'un seul. Voilà, je vais dessiner un rectangle seul. Et vous voyez qu'ici, j'ai 2,03 m. Vous avez compris que si je remplace la valeur, je modifie directement sa géométrie. Mais comme Vectorworks est un logiciel intelligent, il a aussi une possibilité dans cette zone-là, par exemple, non pas de remplacer une valeur, mais de cliquer derrière et d'ajouter un opérateur et d'écrire un chiffre. Donc là, évidemment, si je fais entrer, je vais avoir 22 mètres de plus que les 3 mètres qui existent, mais je peux écrire à la main une unité différente, pardon, le centimètre. Et là, Vectorworks va calculer le ratio pour m'amener du centimètre au mètre. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que si j'écris 150 mm, il fera la conversion tout seul. Voilà. Après, ici, vous avez des petits points de contrôle pour ce rectangle, par exemple ici. J'ai dit tout à l'heure que la règle affichait des coordonnées. Si je bloque le point central et que je demande qu'en coordonnées X et Y, j'ai 0, je retrouve mon rectangle absolument parfaitement centré dans ma page. Et par transparence, on le voit très, très bien. Après, ici, vous avez la palette explorateur. Alors, c'est une palette qui est également extrêmement importante parce qu'elle permet à elle toute seule d'avoir sous les yeux en permanence toute la structure d'un fichier. On voit qu'ici, il y a des classes, on voit les calques du projet. On voit ici, je suis sur le 2, on voit des calques pour les mises en page, on verra pour les vues. Et puis, on a des références externes également. Alors, la référence externe, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ça permettra d'afficher en fond de plan un document qui n'est pas dans votre fichier de travail et qui évite donc de l'alourdir. Et les familiers d'AutoCAD connaissent bien ça puisque ça s'appelle des XREF et Vectorworks fait exactement la même chose. À propos des palettes, il y a une palette qui n'apparaît pas par défaut quand vous allez lancer le logiciel. Elle se trouve ici et au passage, je vous dis que toutes les palettes se trouvent dans un menu qui leur sont propres. Si une palette ici est cochée, elle est visible à l'écran. Si elle n'est pas cochée, c'est qu'elle n'y est pas. Et si elle est cochée et que vous ne la voyez pas, c'est que vous avez déplacé les palettes et qu'elle est probablement
cachée derrière une autre. Et ici, vous avez le gestionnaire de ressources. Donc, ce gestionnaire de ressources, c'est en fait une palette qui va permettre de centraliser toutes les bibliothèques qui sont fournies par Vectorworks, y compris les bibliothèques personnelles que vous allez fabriquer vous-même, et puis des bibliothèques de fabricants. Alors, si je regarde par exemple ici, dans les bibliothèques, si j'active bibliothèque ici, je vais voir un grand nombre de bibliothèques qui sont classées par catégorie. Donc, je peux prendre ici, par exemple, je ne sais pas, des objets. Et quand je vais cliquer sur cette bibliothèque, je vais voir un aperçu du symbole qui est proposé avec un agrandissement ici. Et puis, s'il y a des données qui sont associées à cet objet, je vais les voir immédiatement apparaître dans la partie en bas à droite. Alors, on entendra par bibliothèque ici principalement les bibliothèques Vectorworks. Donc, quand ça n'est pas actif, je ne les vois pas. Je verrai les bibliothèques Vectorworks. Je peux voir des bibliothèques partagées au sein de l'agence. Je verrai des bibliothèques personnelles. Et puis, le petit onglet qui est ici, alors les favoris, c'est le lien vers une bibliothèque que moi, je vais définir pour moi. Et puis, le petit nuage ouvrira l'accès à des bibliothèques premium. Et ces bibliothèques, en fait, ne sont accessibles qu'aux détenteurs d'un contrat VSS. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là pour l'instant. Alors, notez bien aussi que les bibliothèques sont complètement complétées chaque année, plusieurs fois dans l'année, et qu'elles sont mises à jour. Et vous aurez toujours des bibliothèques nouvelles qui seront proposées. Alors, ce gestionnaire, on pourrait en parler longtemps, mais je ne vais pas étaler de trop. Par contre, il y a une chose très importante ici. Il y a une zone de recherche. Vous voyez, là, je vais effacer tous mes recherches précédentes. Voilà. Ah ben, il ne veut pas. Alors, si par exemple, je veux faire une recherche générique et que je tape le mot chaise, je trouverai toutes les bibliothèques, y compris celles qui sont externalisées, qui contiendront ce mot. Et puis, si je veux faire des bibliothèques un petit peu plus ciblées, je peux taper par exemple le nom d'un fabricant et voir si Vectorworks possède des bibliothèques. Ici, c'est le cas. Je vois bien des bibliothèques du fabricant Duravit. Et puis, si par exemple je tape GGL, je verrai les bibliothèques de Velux de ce fabricant. Voilà. Après, il y a une autre fonctionnalité très importante. Quand vous allez tracer ici, vous voyez une petite barre bleue qui est sur le curseur. Ça s'appelle la barre des données flottantes. Alors, cette barre des données flottantes, elle va permettre de rentrer des valeurs très précises. Il suffit que j'appuie sur tabulation, je rentre la valeur que je veux. Et quand je vais faire tabulation pour passer dans le champ d'à côté, eh bien, je vais voir une ligne de repère qui va me dire, voilà, ton objet fait 1,50 m, je ne peux plus le modifier en largeur, mais je peux encore le modifier en hauteur à la main. Ou si je veux le fixer, je vais lui dire moins 1 m, puisque je vais dessiner vers le bas. Je vais faire entrer et je vais valider. Et je vois qu'ici, mes correspondances de valeurs entre le dessin que j'ai rentré et la palette info sont parfaitement respectées. Bien, vous vous doutez bien que Vectorworks est un logiciel extrêmement complet, pointu, avec beaucoup de choses et qu'il n'est pas toujours facile de découvrir et d'apprendre des choses par soi-même. Alors, je voudrais faire une petite introduction dans le domaine de l'aide. Il y a beaucoup d'aides dans Vectorworks. Je vais vous présenter ici l'aide globale. Vous avez ici l'aide générale qui va vous ouvrir une fenêtre au format HTML. Elle est divisée en deux secteurs. Vous avez ici une partie avec des dossiers. Philippe, oui, il faudrait que tu passes sur donc le Google, n'est-ce pas, ton navigateur, puisque là on voit encore ta fenêtre Vectorworks. Ah, ben, pourtant moi je vois ici. Alors attends, oui, attends, vous la voyez là? Non. Ah, je pense qu'il va falloir que tu réduises du coup Vectorworks pour qu'on puisse voir peut-être. Est-ce que vous voyez là? Non, bah arrête le partage. Du coup. Alors, je ne ferai pas le partage, je ne montrerai pas. Vous ne voyez pas l'aide? Non, on ne voit pas l'aide. Vous voyez que Vectorworks? On va être obligé de te croire sur parole, à moins que tu arrêtes le partage et que tu partages le contenu de ton écran plutôt que de partager l'écran Vectorworks. Alors ça, je ne sais pas comment on fait. Si quelqu'un veut bien m'aider, c'est avec plaisir. Tu arrêtes le partage. Alors, je vais arrêter ton partage. Je vais dans Zoom. Il y a une connexion qui me demande de me connecter dans Zoom maintenant. Non. D'accord. Là, essaye de repartager du coup ton écran. Cela arrêtera le partage d'autres écrans, oui. Voilà. Et voilà, c'est l'aide. Vous la voyez là? Voilà, merci. Heureusement que tu es là, donc. Alors, quand vous allez appeler l'aide globale, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. À gauche, vous avez des rubriques qui sont déjà prédéfinies. Donc, si vous ne connaissez pas bien par où commencer, vous pouvez dire, je voudrais, par exemple, je ne sais pas, paramétrer un fichier. Vous allez avoir des aides et puis vous avez des chapitres
et vous cliquerez dessus. Alors, j'en profite pour vous dire que quand il y a des petits textes gris ici, ça veut dire que ce sont des chapitres qui sont des liens vers d'autres rubriques de l'aide. Et puis ici, à droite, vous avez un autre menu avec ici plusieurs fonctionnalités. Vous avez un moteur de recherche, donc si vous tapez par exemple le mot mur, eh bien Vectorworks vous affichera toutes les rubriques qui contiennent ce mot et vous aurez à choisir et vous irez directement sur le chapitre concerné. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité pour les amoureux du papier de télécharger cette aide au format PDF. Pour information, elle fait à peu près 3500 pages. Je vous laisse imaginer ce qu'il vous reste à découvrir dans le produit. Et puis ici, vous avez éventuellement la liste de tous les raccourcis clavier. Je sais que beaucoup d'utilisateurs aiment bien les récupérer. Vous avez la liste et vous pouvez l'imprimer et récupérer les raccourcis qui vous intéressent. Est-ce que je peux revenir dans Vectorworks? Est-ce que vous me voyez? Eh ben, je pense qu'on va refaire la manipulation inverse. D'accord. Je vais retourner dans... Je retourne où? Dans Zoom? Alors, je vais donc reprendre le contrôle. Ouais. OK. Ça aurait été d'avoir deux écrans. Enfin, je ne sais pas si on peut le faire. Non, mais... Donc, je repartage mon écran. Voilà, et tu reprends. Et je reviens dans Vectorworks. Bien, alors, je voulais vous montrer une deuxième possibilité qui est extrêmement intéressante, mais vous allez la comprendre sans que je vous la montre. Quand vous allez dans le menu aide, la deuxième partie ici s'appelle Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une aide qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est très facile à utiliser. Quand vous cliquez dessus, le curseur va se transformer en point d'interrogation et vous avez simplement à cliquer sur un outil ou une commande de menu et Vectorworks vous emmènera tout de suite dans l'aide sur le chapitre concerné. Je ne peux pas vous montrer encore l'aide à cause des problèmes techniques qu'on rencontre, mais sachez aussi que dans l'aide, dans certains outils, commandes, vous aurez un chapitre avec une petite vidéo qui vous permettra d'aller sur Internet voir un mode d'utilisation de la commande ou de l'outil que vous avez choisi. Alors, il y a aussi d'autres formes d'aide. On a des petits points d'interrogation dans les palettes. Si je clique dessus, bien entendu, je reviendrai sur l'aide que je vous ai présentée au début. Et puis, si je prends un outil, par exemple ici, qui a... Ah, alors, excusez-moi, j'ai encore fait une fausse manip. Vous voyez toujours Vectorworks? Oui. Très bien. Alors, je vais cliquer sur une mauvaise fonction. Je vais prendre le polygone double et on va voir qu'ici, dans la barre des modes, il y a une icône avec une clé et une croix. Ça, c'est toujours des paramètres et il est toujours placé à la fin à droite. Quand je vais cliquer dedans, je retrouverai aussi dans les boîtes de dialogue une petite aide. Donc, il est quasiment impossible que vous ne puissiez pas vous aider pendant que vous allez travailler. Donc, voici la partie numéro 1 terminée. On va maintenant se concentrer sur l'organisation d'un fichier. Alors, le document que vous avez devant vous est constitué de calques. On en voit ici deux. Je vais me remettre sur le calque 1. On va avoir des classes. Tous les logiciels possèdent des calques. Vous savez à quoi ça sert? En fait, ça sert à répartir des objets sur des niveaux différents. Alors, par contre, Vectorworks, lui, il possède, et je pense qu'il est probablement le seul, une double organisation avec à la fois des calques et des classes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe? En fait, c'est très différent d'un calque. Dans Vectorworks, si des objets sont dessinés sur un calque, ils ne se retrouvent pas sur un autre calque comme tous les logiciels classiques graphiques. En revanche, ces objets, ils peuvent être associés à une même famille d'objets, par exemple des murs ou des sanitaires, mais ils peuvent provenir de n'importe lequel des calques. Donc, vous imaginez qu'il sera très facile de gérer l'affichage d'une famille d'objets pour les voir apparaître en fait, ou disparaître en une seule opération, et ceci sur tous les calques où ils se trouvent. Alors, on va faire court. Pour résumer, on va dire que les calques, ça va correspondre plus au fait au niveau d'un bâtiment, comme on va le voir un petit peu plus loin. Et puis les classes, ça va correspondre à des familles d'objets ou, pour utiliser un terme bien connu des architectes, c'est des lots. Alors l'électricité, le réseau, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, là, j'ai beaucoup parlé, mais maintenant, on va illustrer ça par la pratique. Vous avez vu qu'ici, nous avons dans ce dessin deux calques. Et puis, nous avons aussi des classes. Je l'ai dit tout à l'heure, ça représentera des lots ou des familles d'objets. Alors, dans tout document Vectorworks, ici, la classe aucune et la classe cotation sont toujours présentes. Alors, on peut les renommer, mais on ne peut pas les détruire. Et la classe aucune, en fait, c'est vraiment l'équivalent du layer 0 dans AutoCAD. C'est le calque par défaut. Dans Vectorworks, on utilisera la classe aucune. Et la classe des cotations, en fait, elle va être destinée essentiellement à recevoir toutes les cotations que vous allez réaliser. Et chaque nouveau document, je l'avais dit, en fait, aura toujours ces deux classes présentes.
Alors, je prépare aussi, moi, à la main, 3 classes pour classifier des objets par nature. On verra les cercles, les polygones et puis aussi des rectangles. Et donc là, pour passer un petit peu à la pratique, ben, je vais dessiner des objets. Donc, je vais prendre ici rectangle et puis je vais dessiner des rectangles ici. Et au passage, vous voyez les messages curseurs qui apparaissent, qui me garantissent en fait ici la bonne réalisation du dessin avec des attirances curseurs très précises. Je vais dessiner un polygone. Donc, vous voyez que j'ai bien des messages qui me permettent de m'accrocher avec grande précision sur les points remarquables. Et puis, j'en profite au passage aussi pour vous montrer des alignements automatiques qui vont me permettre de tracer ce polygone en m'alignant sur la hauteur bas du rectangle de gauche. Et puis, je vais terminer. Voilà. Et puis, je vais dessiner quelques petits cercles dans le dessin. Voilà. Alors, si éventuellement je me suis trompé que mon cercle est trop petit, bien entendu, je peux venir ici, je lui rajoute une valeur et je le change. Bien, alors, j'ai dessiné ces objets en 2 dimensions. Maintenant, si je passe dans une vue 3D, par exemple la vue isométrique, voilà, je vais la remettre ici. Bien. Vous voyez qu'en fait, les objets ont suivi l'orientation de la vue. Donc, les objets 2D, en fait, on peut vraiment les voir en 3D, on pourrait même les dessiner en 3D sans aucune difficulté. Là, juste à ce moment-là, on va faire une petite pause parce que je vais vous expliquer quelque chose de très important. On va regarder les fonds d'écran. Vous allez voir que si je repasse en vue en plan, le fond d'écran va être jaune. Et puis, si je viens dans une vue en 3 dimensions, vous allez voir que l'écran devient vert. Alors ça, c'est très important. Ce sont des repères visuels qui vous indiquent que la vue en plan 2D est la seule vue 2D, et elle sera sur fond jaune, et que toutes les autres vues seront des vues 3D, y compris la vue de dessus, qui, pour l'instant, m'affiche l'objet exactement de la même manière que la vue en plan, mais par contre, on n'est pas du tout dans une vue en plan. Alors, on verra un petit peu plus tard aussi la différence entre la vue 2D et la vue de dessus dans les petits exercices qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je vais revenir aussi sur le fait de vous expliquer un petit peu comment on peut changer des vues. Il y a plusieurs manières de changer de vue. On a un menu ici avec des vues prédéfinies, d'accord ? C'est très facile à comprendre. Et puis, vous avez aussi la possibilité de changer de vue par le pavé numérique de votre clavier. Et en fait, tous les chiffres qui sont de 0 à 9 possèdent une vue. Alors, si j'appuie sur 0, ben, je serai en vue en plan. Si j'appuie sur 3, je serai en vue isométrique à droite. Si j'appuie sur 1, je serai en iso gauche. Et si j'appuie sur 5, je serai en vue en plan, en vue de dessus, pardon. Bon, vous pouvez très bien en déduire vous-même les autres vues en fonction des autres chiffres de votre clavier. Alors, en fait, si vous regardez bien votre clavier, on peut imaginer que ça ressemble à un cube déplié. Chacune des faces du cube correspond à un chiffre et à une vue. Alors, je vais rester en vue isométrique. Et puis, à ce stade-là, vous voyez que mon objet 2D, je pourrais encore le modifier. Il suffit que je bloque ici le point que je ne veux pas bouger, par exemple, sur le côté droit du rectangle. Et puis, si je lui mets 0,50 m, eh bien, je peux le modifier comme je le souhaite. Et là, ici, je vais dessiner un petit rectangle, mais avant de le faire, je vais vous reparler des classes. Tout à l'heure, on a parlé des classes, et par défaut, tous les objets sont associés en fait, à la classe aucune. C'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne tous ces objets, vous voyez que dans la palette info-objet, ils sont rattachés à la classe aucune, parce que j'ai désigné cette classe comme classe par défaut. Elle est affichée donc ici, et on voit dans la palette que le mot aucune est en gras et qu'il y a une coche. C'est donc la classe dans laquelle je vais travailler si je ne spécifie rien d'autre. Voilà. Alors, il y aura 2 manières. On pourra l'activer par le menu des classes ici, ou on pourra simplement cliquer sur un nom. Si je cliquais par exemple sur cotation, la classe cotation deviendrait la classe active, et là, je vais me remettre sur aucune. Alors maintenant, je vais rattacher les objets que je viens de dessiner à la famille à laquelle ils doivent correspondre. Donc, dans ce document, vous voyez qu'on a des rectangles, on a des cercles, on a des polygones. Alors, autant vous dire qu'il serait un petit peu fastidieux de les sélectionner un par un pour les associer à leurs familles respectives. En fait, Vectorworks, c'est un outil qui est très astucieux, qu'on va trouver ici, qui s'appelle la sélection similaire. Et en fait, il va me permettre de sélectionner des objets par critères. Donc, par exemple, je vais sélectionner tous les rectangles, les cercles et les polygones de manière bien distincte pour les associer à leur famille. Alors, je pourrais le faire en 3D. Je vais revenir en plan parce qu'on le voit un peu mieux. Et quand je vais venir ici dans le paramétrage, je vais choisir comme critère le type d'objet. Vous voyez qu'il y a énormément de critères possibles. Moi, je choisis le type d'objet. Et quand je vais cliquer sur les rectangles,
Ah, alors il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ben oui, j'ai mal cliqué, pardon. Si je clique sur les rectangles, vous voyez qu'il ne me prendra que les rectangles, on le voit très bien ici. Et si je clique sur le polygone, il ne me prendra que l'icône. Et si je clique sur les cercles, il ne prendra que les cercles. Par contre, si vous ne voyez pas marqué 4 cercles, vous voyez marqué 4 objets, c'est que vous sélectionnez des objets qui ne sont pas de même nature et peut-être que votre critère n'est pas correct. Alors, je vais donc maintenant ici sélectionner mes rectangles et puis dans la palette info objet, je vais venir dans le menu des classes et je vais lui dire que je veux les mettre dans la classe rectangle et puis je vais sélectionner mes cercles et je vais faire pareil. Et enfin, je vais sélectionner mon polygone et je vais faire exactement la même manipulation. Voilà. Alors, pour vérifier maintenant que les objets sont bien associés à leur classe, je vais venir ici dans l'explorateur et je vais masquer les classes des objets. Alors, vous avez 3 colonnes, la colonne visible, invisible ou la colonne grisée. Si je ne veux pas voir les cercles, je me mets dans la deuxième colonne à côté du petit œil et je ne vais pas les voir. Et puis, bien sûr, je peux faire pareil pour les polygones et les rectangles. Je peux les afficher tous les 3, ou si je clique en face de objet, j'enlève tous les objets d'un coup, puisque c'est une classe maîtresse. Voilà. Et puis, si je cliquais ici sur grisé, ben, je les verrai en filigrane. Voilà, donc là, on a terminé de voir le premier intérêt des classes, en fait, c'est de jouer sur la visibilité des objets. Alors maintenant, eh bien, on va regarder le deuxième intérêt des classes. Alors, par exemple, ici, je pourrais choisir un rectangle, et puis dans ma palette des attributs, je pourrais choisir une couleur. Voilà. Et puis pareil pour celui-ci, je pourrais lui mettre la même couleur. Alors, c'est une méthode d'association d'attributs graphiques à des objets, mais en fait, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus rapide, c'est en éditant directement à la classe à laquelle on les a affiliés. Vous voyez qu'ici, j'avais tout à l'heure associé les rectangles à la classe rectangle. Ben, je vais cliquer avec le clic droit sur rectangle, je vais faire éditer, et puis je vais choisir, par exemple, ici, une couleur. Alors, Vectorworks va me mettre un message d'alerte qui va me dire est-ce que vous voulez appliquer les nouveaux attributs aux objets que vous avez dessinés? Ben, oui. Et maintenant, vous voyez que tous mes objets pilotés par la classe, en fait, prennent les attributs de cette classe. Je vais faire pareil ici pour la classe des cercles. Je vais créer une autre couleur différente. Voilà, pour les poteaux. J'aime bien les petits bruits qu'il fait là. Et puis, je vais aller sur le polygone et je vais lui donner à lui aussi une couleur. Voilà. Donc, je clique sur la case ici, appliquer dès la création, pour qu'il puisse me poser ce message. Voilà. Donc, maintenant, mes objets ont une couleur associée à cette classe. Alors, on peut aussi modifier, par exemple, les objets très rapidement, parce que si, par exemple, dans les rectangles, je n'ai pas envie de couleur, mais j'ai envie d'autre chose, je vais faire éditer, et puis je vais remplacer ici par des hachures. Je vais choisir parmi les bibliothèques de hachures qui me sont proposées, voilà, celle-ci. Voilà. Et puis, vous voyez que c'est extrêmement simple de changer l'attribut. Alors, j'insiste bien sur le fait que si les objets sont associés à la classe rectangle et que vous les avez dessinés sur 5 calques différents, la classe va piloter l'attribut graphique sur les 5 calques en même temps et vous n'aurez pas besoin de le faire à chaque fois. Bien. Alors, maintenant, on va passer à une petite présentation de la modélisation 3D. Donc, je vais revenir ici en ISO droite. Voilà, alors je peux annuler mes couleurs. Pardon, je n'avais pas annulé. Voilà, je vais revenir ici. Et puis, je vais dessiner ici un rectangle en me servant bien entendu des messages curseurs et puis des alignements. Voilà, alors si je ne fais rien d'autre, juste après avoir dessiné le rectangle, en fait, et que je passe ma souris dessus, vous allez voir qu'il va passer en rouge. J'ai juste à tirer dessus. Et puis, je vais lui mettre dans la barre des données une valeur que je vais rentrer et je vais donc le convertir en un objet 3D. Et ça ressemble étrangement à un logiciel bien connu. Alors, maintenant, pour tous les rectangles en fait, que j'ai dessinés avant le passage en 3D, je vais les convertir en une extrusion. Alors là, encore une fois, la sélection similaire va bien m'aider, puisque maintenant, je vais venir choisir non pas comme critère le type, mais la classe de l'objet. Et donc, je vais faire la sélection de mes 4 rectangles, et puis il y a ici, dans la commande modèle, une extrusion, et je vais donner 2,50 m. Et voilà. Alors, maintenant, si on est très attentif en fait, à ce qu'on vient de faire, et qu'on clique sur ce groupe d'extrusion, on va voir qu'ils sont associés à la classe aucune. Sauf que tout à l'heure, les rectangles étaient associés à la classe rectangle. Alors,
ce qui s'est passé, c'est un comportement qui est absolument normal en fait dans Vectorworks, c'est que les rectangles en fait qui étaient des rectangles n'en sont plus. C'est devenu maintenant des extrusions 3D. C'est donc devenu des nouveaux objets et bien entendu, ils ont été réaffectés ici à la classe aucune, qui est la classe dans laquelle je travaillais depuis tout à l'heure. Bien. Alors, pour éviter ce petit désagrément, parce qu'il faudrait que je revienne ici associé à la classe des rectangles, mais ça me fait faire une manipulation en trop, j'ai une autre méthode bien plus efficace en fait. Je vais décider de travailler dans la classe dans laquelle j'ai choisi de travailler avec, par exemple, les rectangles. Donc maintenant, je vais passer de la classe aucune à la classe objet rectangle. Et vous voyez qu'ici, dans l'explorateur, le nom est devenu en gras. J'aurais très bien pu, à partir de la classe aucune, venir ici, cliquer devant rectangle, et vous voyez que le nom aurait changé. C'est exactement pareil. Voilà. Alors, je vais donc maintenant ici reprendre ma sélection similaire. Je vais sélectionner ici mes objets et je vais recréer mon extrusion. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un raccourci. C'est commande ou CTRL-E selon que vous êtes sur Mac ou sur Windows. Je vais venir ici. Et puis, quand je vais désélectionner, je vais voir que maintenant ici, j'ai bien objet rectangle qui est associé. Donc, j'ai gagné en fait une manipulation. Alors, je vais faire pareil ici pour mes poteaux. Je vais passer dans la classe cercle ici en classe active. Je vais extruder mes poteaux. Je vais garder la même valeur. Et puis, je vais passer dans ici polygone. Je vais cliquer. Et puis, je vais faire une extrusion 20 cm. Voilà. Bien. Alors, je viens d'extruder plusieurs objets en même temps. En fait, si on regarde bien les rectangles que j'ai extrudés, quand je vais cliquer ici, vous voyez, j'ai 4 objets qui sont surlignés, mais dans la palette info ici, Vectorworks me dit en fait que je n'ai qu'une seule extrusion. Alors, en fait, c'est normal parce que c'est un objet qui a été créé à partir de plusieurs objets, mais l'objet résultant n'est qu'un objet, c'est une extrusion, et dedans, il y avait 4 rectangles. Alors, on pourrait imaginer que c'est un groupement, ce n'est pas tout à fait ça, mais en fait, si j'ai besoin de modifier maintenant un parallélépipède et pas les autres, il va falloir que je les dissocie. Alors, en fait, je vais sélectionner mon solide ici, et puis je vais aller dans Outils, et j'ai une commande qui s'appelle Dégrouper, et vous allez voir que maintenant, je n'ai plus une extrusion, mais j'ai bien 4 extrusions. Et bien entendu, je vais faire pareil pour mes poteaux. Voilà, je vais prendre ici Dégrouper. Alors, il y a des raccourcis clavier. Notez qu'au bout à droite des menus, il y a les raccourcis affiliés aux commandes. J'ai donc bien maintenant ici 4 extrusions. Donc, je peux sélectionner un mur ou un poteau de manière totalement individuelle. Voilà. Bien. Alors, on va revenir un petit peu à nouveau sur la notion de calque et de classe. Et en fait, je vais copier les objets que je viens de créer là. Puis je vais les faire... je vais les positionner sur le calque 2. Vous voyez, j'ai 2 calques dans mon dessin. Alors, j'ai une commande qui s'appelle tout sélectionner. Enfin, vous pouvez aussi prendre ça comme ça. Je vais faire édition copier. Je vais changer de calque ici. Hop. Et puis, je vais aller chercher la commande non pas coller, mais coller à l'emplacement. Il y a une différence importante, c'est quand je fais coller à l'emplacement, Vectorworks va respecter exactement les coordonnées des objets et il va me les mettre parfaitement dessus. Et vous voyez que maintenant, j'ai 2 objets qui sont... J'ai 2 groupes d'objets qui sont séparés sur des calques différents. Alors, si vous regardez bien, les objets en fait, qui sont sur le calque 1 sont affichés en filigrane. C'est tout à fait normal. Ici, dans l'explorateur, vous voyez qu'il y a des options d'affichage. On est sur griser, attirer. Si je choisissais attirer, eh bien, je les reverrai exactement de la même manière. Et si je fais un petit rendu en couleur un peu de GL, voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, ils sont tout à fait identiques. Et puis, si par exemple, je ne veux pas voir le calque 1, eh bien, je masquerai le calque 1 et je ne garderai que le calque 2. Alors, pour revenir un petit peu sur les classes, j'insiste beaucoup sur les classes parce que c'est un des points forts de Vectorworks. Et quand on les maîtrise bien, on peut faire des choses extrêmement performantes. Je vais masquer par exemple la classe des rectangles. Et là, vous allez comprendre l'intérêt, c'est qu'en fait, je vais masquer une seule classe, mais je veux piloter 2 calques en même temps. Alors, on voit qu'ici, j'avais oublié, donc c'est intéressant de s'y travailler comme ça, je n'avais pas associé tout à l'heure mes premiers parallélépipèdes, je vais y arriver, parallélépipède à la classe rectangle. Maintenant, ici, dans les calques, je vais
choisir cette option qui va me permettre de rentrer à l'intérieur des calques, parce que sinon, je ne peux travailler que le calque je me trouve. Je vais donc faire afficher, attirer, éditer. Je vais sélectionner ces deux objets et puis je vais venir les associer à la classe rectangle que je n'avais pas fait tout à l'heure. Évidemment, ils vont disparaître. Et si je réaffiche ma classe rectangle, je vais bien entendu les retrouver. Alors, c'est très important. Les classes, c'est vraiment une fonction majeure d'organisation d'un fichier en fait, dans Vectorworks. Alors, partant de là aussi, vous êtes aperçu tout à l'heure que quand j'ai superposé mes objets, ils sont pu se mettre au-dessus du calque 1, mais ils ne se sont pas mis au même niveau. En fait, il y a une différence très importante aussi avec Vectorworks, c'est que ce sont des calques 3D, et que par exemple ici, si j'éditais le calque 2, vous voyez qu'il a un champ ici qui s'appelle niveau. Si je le remets à 0, évidemment, les objets sont superposés avec ceux du dessus, puisqu'ils ont la même altimétrie. Et puis, si je remodifie ici le calque et je mets par exemple 3 mètres, vous allez voir qu'il va y avoir un décalage. Donc, je vais lui redonner sa valeur d'origine. Voilà. Et puis, pour aller un petit peu plus loin maintenant, je vais imaginer appliquer des textures à mes objets. Alors, je pourrais l'appliquer physiquement grâce à l'onglet texture ici, mais il y a beaucoup mieux, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que je vais rééditer en fait les classes à laquelle sont associés mes objets. Je vais faire l'édition de la classe rectangle. Et là, je ne vais pas aller dans la partie des attributs graphiques 2D, je vais aller dans les textures. Et je vais choisir par exemple ici une texture béton. Voilà. Et je vais faire OK. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, j'ai mis une texture sur tous les murs, et peu importe lequel où il se trouve, si j'en ai 500, eh bien, les 500 murs seront réactualisés dans la seconde. Je vais bien sûr mettre une texture pour mes poteaux. Donc, je vais venir ici, je vais prendre de l'acier, par exemple métal. Voilà. Et puis, je vais enfin mettre une texture de bois à mon plancher. Voilà. Alors, on pourrait imaginer maintenant que ces objets-là représentent des murs, des poteaux, des planchers. Vous voyez qu'on peut très bien se représenter cette forme d'objet. Alors, je peux aussi, c'est intéressant à voir, les projeter en perspective. Et puis, vous avez un outil ici qui s'appelle le survol. Quand vous cliquez le centre de rotation et vous pouvez choisir de les voir sous toutes les vues dans votre projet. Je ne l'ai pas présenté, je vais aller très vite, mais vous avez ici la possibilité de voir un dessin en multifenêtrage. Voilà, et vous pouvez voir en fait votre projet sous tous les points de vue et travailler dans une fenêtre ou dans une autre. C'est extrêmement facile, on peut les redécouper, on peut les recadrer comme on souhaite. Voilà. Alors par contre, ce qui est très important, c'est que si je reviens en vue en plan 2D, je vais voir en fait que mes objets n'ont pas du tout la même représentation et qu'ils ont perdu leur couleur d'origine. Parce que comme ce ne sont plus des objets 2D et que ce sont devenus des extrusions, les extrusions ont effacé la couleur de remplissage des rectangles parce que les extrusions sont des objets 3D et que les attributs graphiques 2D ne s'appliquent pas dessus. Donc, on va voir maintenant les mêmes objets, mais créés avec des outils paramétriques architecturaux. Alors, je vais venir ici, vous voyez, on a ces objets. Et maintenant, je vais vous montrer les mêmes, créés avec l'outil mur, avec l'outil plancher et avec l'outil poteau. Et vous allez voir qu'ici, maintenant, quand je vais sélectionner un objet, Vectorworks va bien m'indiquer que c'est un mur. Je vais cliquer sur ici un cercle, il va bien me dire que c'est un poteau. Donc, vous voyez qu'il y a un grand nombre de paramètres qui sont associés à cet objet. Et puis, si je clique sur le plancher, j'ai un vrai plancher dedans. Donc, on voit bien que la vue 2D ici affiche tous les détails de mes objets. Je les ai préparés pour ça. Et vous allez voir que si, par exemple, je passe en vue de dessus, je ne les vois plus parce que ce sont des attributs graphiques uniquement destinés à la vue en plan 2D, mais qu'ici, si je fais un rendu, je vais voir automatiquement les matériaux associés. Et tout l'intérêt en fait, de travailler avec ces outils paramétriques, c'est que si je clique sur un mur, je verrai en vue en plan 2D une représentation schématique. Et puis, si je suis en 3D, je verrai, pardon. Et si je suis en 3D ici, je verrai. Si je ne me trompe pas de menu, ce serait bien. Voilà. Et je vais voir maintenant tous les matériaux en fait, associés. Mais ces deux représentations graphiques sont liées au même objet. Alors, vous comprenez bien que la vue 2D, c'est une vraie vue 2D. Et c'est là, en fait, la différence entre les aperçus 2D et 3D au sein de la même application. C'est ce qui fait vraiment le point fort de Vectorworks. Pourquoi ? Parce que ça va éviter, en fait, d'avoir à utiliser un logiciel d'illustration 2D et puis un logiciel 3D pour avoir deux représentations des mêmes objets.
Vectorworks, avec un seul objet, vous offre 2 représentations possibles. Voilà, nous avons atteint la fin du deuxième axe de notre première partie. On va continuer maintenant avec la présentation du document. Alors, on va aborder la notion de présentation de document. En fait, cette partie, ça va permettre de préparer le document pour pouvoir l'imprimer et puis éventuellement le communiquer à des partenaires. Alors, je vais commencer par créer ce qu'on appelle une planche de présentation. Et ben, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une planche de présentation? Alors, c'est très simple en fait. C'est une mise en page papier qu'on va destiner en fait à imprimer un document. Alors, vous avez vu que depuis tout à l'heure, je travaille sur des calques de dessin. Et puis maintenant, je vais travailler sur une mise en page en papier. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais on va aller au plus simple. On va se servir de la palette explorateur. Je vous ai dit qu'elle était importante. Vous allez maintenant le vérifier. Je vais me mettre ici sur l'onglet des planches de présentation. Je peux faire un clic droit et créer, ou je peux aller dans le petit menu qui est en haut. Faisons court. Je vais faire créer. Je vais créer une planche. Je vais l'appeler ma planche. Voilà. Et je vais faire OK. Et je vais me mettre ici en plein écran. Et vous allez voir que la planche que je viens de créer, en fait, est passée devant le dessin. En fait, le dessin se trouve derrière. Alors, cette planche, en fait, elle est complètement indépendante du dessin, hein, je viens de vous dire, il se trouve derrière. Et remarquez bien que la planche ici est à l'échelle 1 et qu'on ne peut pas la modifier parce que c'est la mise en page papier finale et que vous avez donc ici le format réel du papier. C'est très facile de le vérifier. On peut prendre un outil ici qui s'appelle la cotation écran. Je vais venir là. Et puis, quand je vais mesurer la distance à l'écran, je vais voir qu'il y a bien marqué 297 mm. Et puis, si je viens ici, j'ai 290 mm. On a la garantie que c'est bien un format A4 horizontal. Voilà. Alors, je vais revenir maintenant dans le document où il y a mes calques. Ici. Hop. Bien. Et je vais créer maintenant une petite fenêtre à placer sur cette mise en page. On appelle ça un viewport. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un viewport? Je viens de vous le dire. En fait, c'est une fenêtre qui va afficher le contenu du dessin et que je vais placer sur cette planche. On le fait dans le menu Vue. On a ici la commande Créer un viewport. Alors, il y a énormément de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais me focaliser sur 2 d'entre eux. Je vais prendre la planche que je viens de créer. Et puis ici, je peux choisir l'échelle à laquelle j'ai envie de l'imprimer. Pardon, pas de l'imprimer, mais de l'afficher. Notez que l'échelle qui est ici, elle est complètement indépendante du dessin de la mise en page. Elle a sa propre échelle. Et en fait, quand je vais faire OK, je vais voir ce viewport arriver sur ma mise en page. Et évidemment, on va s'apercevoir qu'il est trop grand. Et vous allez maintenant regarder dans la palette info objet ici, vous avez des quantités de paramètres. Et vous avez par exemple ici un menu avec des échelles. Eh bien, je vais choisir de l'afficher au 50e. Et maintenant, évidemment, mon viewport tient mieux dans la page. Je vais pouvoir le déplacer comme je veux. Voilà. Et puis, je vais lui appliquer un rendu de couleur. Alors, je vais aller dans le menu des rendus ici. Et dans le rendu, vous voyez que l'option OpenGL a déjà été choisie. Pourquoi? C'est extrêmement simple. C'est parce que tout à l'heure, quand je suis parti de mon dessin pour faire le viewport, j'étais en rendu OpenGL et qu'il a mémorisé le rendu qui avait été utilisé par défaut. Et vous voyez qu'ici, il y a un bouton mise à jour. Eh bien, je vais cliquer sur mise à jour et vous allez voir mon viewport apparaître. Donc, c'est extrêmement simple et très, très fonctionnel. Et si vous repérez bien en zoomant un petit peu sur le dessin, vous allez voir que le rendu de mon viewport n'est pas spécialement sexy. Il est quand même relativement peu précis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais aller modifier la résolution d'affichage dans ce viewport, mais c'est la planche de présentation en fait qui conditionne ça. Je n'ai pas de réglage ici dans les viewports, mais je vais revenir sur la mise en page. Je vais l'éditer et vous avez un paramètre ici qui s'appelle DPI, pour ceux qui connaissent bien, hein, point par pouce, qui est réglé sur 72. 72, vous le savez, c'est la résolution de l'écran. Je vais augmenter la qualité de résolution en mettant un chiffre 300 et puis là, on va s'arrêter 2 secondes et on va expliquer un certain nombre de choses. Pourquoi j'ai mis 300? J'aurais pu mettre un autre chiffre. En fait, dans une résolution écran, 72 dpi, c'est ce que vous avez devant vous. Donc, ça veut dire que c'est une résolution pour travailler, mais ce n'est pas d'une grande précision. En imprimerie, par exemple, dans les métiers d'imprimerie, on sait qu'en gros, quand on met 150 dpi, ça correspond un petit peu à la résolution d'un papier de type, un journal de type quotidien d'information, par exemple, en couleur monochrome. Et si on voulait l'imprimer en couleur, il faudrait à peu près multiplier sa résolution par 3.
on arriverait à 450 dpi, mais là, ça va avoir une incidence sur les temps de calcul au moment de l'impression. Alors, on va essayer de trouver en fait un bon compromis et en mettant 300 dpi, ici, on va avoir un ratio temps de calcul qualité qui restera raisonnable et puis la différence à l'écran ne sera pas tellement perceptible. Je vais faire OK. Vectorworks va m'indiquer que le viewport a changé, qu'il faut que je le réactualise. Je vais cliquer sur mise à jour. Et évidemment, là, ben, vous avez vu, c'est nettement plus joli que ce que j'avais tout à l'heure. Alors, si je reviens sur ma page, hop, je pourrais très bien créer un autre viewport à côté, avec la même procédure ici, vue viewport, mais en utilisant sur Windows Control ou sur Mac Alt, je vais prendre cette fenêtre et puis je vais la glisser à côté et je vais faire donc une copie. Et ici, je vais choisir une autre représentation et je vais demander par exemple ici la vue en plan. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant à noter, c'est que ces viewports ici, ils ont des réglages indépendants et comme on voit qu'ici, il y a des calques et des classes qui sont pilotables pour le viewport et qui n'ont aucune incidence sur le dessin et les calques et les classes du dessin qui se trouve derrière. Je vais par exemple ici dans la vue isométrique décider d'aller en classe et puis je ne veux pas voir les poteaux, ben, je vais masquer la classe. Donc vous voyez qu'encore les classes sont importantes parce qu'on va aussi les utiliser dans les viewports et pas uniquement dans le dessin. Je vais faire OK, je vais mettre à jour mon viewport. Et évidemment, j'ai l'affichage que je souhaite. Voilà, alors, eh bien, écoutez, on est arrivé au terme de cette première partie du webinaire. J'aurais pu aussi vous expliquer comment on met un cadre et un cartouche, par exemple, mais on n'a pas vraiment le temps. Alors, je vous propose, en fait, pour en savoir plus, d'aller voir également les vidéos que nous avons sur notre portail Vectorworks francophone, et puis sur notre blog, je vous ai mis ici les adresses. Vous pouvez donc aller vérifier ces adresses. Alors, Adam, je ne sais pas si on peut basculer. Je voudrais aller sur mon navigateur. Est-ce que vous le voyez? Bah non, on ne le voit pas. Mais Bon, bah, tant pis. Bah, écoute, ce sera une surprise et puis les utilisateurs iront découvrir par eux-mêmes. on va dire. Voilà. Voilà, donc la première partie de ce webinaire est terminée. Adam, si tu veux reprendre la parole pour présenter la suite. Ok, bah écoute, bah, je vais reprendre la main du coup. Si j'y arrive, hein, moi c'est pareil. Hein, je suis pas meilleur que Pour toi. nos auditeurs, il y a des gens qui font des formations sur Zoom. Je vais arrêter le partage et on devrait me voir. Voilà. Ben, merci Philippe. Bah, écoutez, j'espère que en fait, vous y avez trouvé des informations, que donc, on va dire cette petite session, on va dire, était digne d'intérêt pour vous en tout cas. Je vais éventuellement te permettre à Philippe de faire une pause. Vous demander si vous avez éventuellement des questions à poser. On va pouvoir, on va dire, répondre à les questions que vous pourriez vous poser sur ce que vous avez vu ou pas vu. Hein, du coup, quelles sont les différences entre les trois versions, standard, archi ou designer? Eh ben, Alors, Adam, je te laisse répondre. Eh ben, c'est parti. La version standard, c'est ce qui concerne le cœur en fait, de Vectorworks. On va dire c'est la version minimale. En gros, vous n'avez que les fonctionnalités de dessin 2D et 3D. Alors, une chose importante à noter, vous n'avez pas l'explorateur dont Philippe nous a vanté les qualités dans la version standard. Donc, en fait, la version standard, c'est vraiment la version light quoi, de Vectorworks, qui ne contient pas les objets paramétriques. Ensuite, vous avez la version architecture qui propose donc tout ce qu'il vous faut en fait pour tous les outils en fait dont vous avez besoin pour dessiner donc des murs, des fenêtres, des toits, des planchers, donc tout ce genre de choses et donc la configuration qui va avec. Vraiment en fait pour travailler donc dans votre métier d'architecte. On a la version paysage en fait qui va se concentrer sur on va dire la partie urbanisme paysage qui contient quelques outils d'architecture mais pas la totalité on va dire de la trousse et on va dire la version
paysage en fait, va se centrer beaucoup plus sur les surfaces pavées, les surfaces plantées, les plantes, le modèle de terrain, en fait, un outil ultra important. Et pareil, hein, ça concerne, on va dire, c'est une version qui vous propose tous les outils, en fait, du moins tout ce que vous avez besoin en termes d'outils paramétriques pour travailler donc sur du terrain, on va dire, La végétation aussi. la végétation, enfin voilà. La version, donc on va parler rapidement de la version Spotlight. Donc la version Spotlight, c'est la même chose, mais version spectacle. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous allez avoir très peu d'outils, quelques-uns quand même, outils d'architecture qui vont vous permettre de créer, on va dire, l'environnement on va dire, dans lequel vous évoluez. Donc la partie Spotlight, par contre, va vous proposer une multitude d'outils en fait, qui sont vraiment axés métier du spectacle. Donc on va parler de projecteurs, on va parler de structures, on va parler d'équipements audio, d'équipements vidéo, voilà, tout ce qui concerne le spectacle en fait. Et donc la version designer, c'est la version, en fait, c'est le full pack, c'est la version qui regroupe en fait tous les modules ensemble, à savoir, alors chose intéressante, si par exemple vous optez dans un premier temps pour une version architecture, le fait on va dire, de mettre à niveau Vectorworks vers une autre version, à savoir paysage ou Spotlight par exemple, en fait, on vous permet de récupérer, disons, la version designer d'Office, c'est-à-dire que vous n'achetez pas les 3 modules. Hein. Il vous suffit, en fait, on va dire, à partir d'un module, de faire une mise à niveau vers un deuxième module pour avoir la version designer, en fait. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Il y a marqué oui. Eh bien, c'est parfait. Donc, j'ai une autre question. Avant, il y avait moyen de purger les symboles non utilisés pour ne pas alourdir le fichier. Est-ce que c'est toujours le cas? Sinon, est-ce qu'il y a un moyen d'alléger un fichier? Merci. Philippe, je te laisse répondre éventuellement. La réponse, elle est un peu longue à apporter. Donc, alors, purger les symboles, en fait, oui, il suffit d'aller. Alors, comme je n'ai pas l'interface là sous les yeux, mais je pense que dans le menu extra, il y a une commande qui s'appelle purger et Vectorworks va vous indiquer en fait tous les objets qui ne sont pas utilisés dans le gestionnaire de ressources. Alors, ça ne pourra pas être simplement que les symboles. On verra les hachures, on verra les textures, on verra les bases de données et on pourra les nettoyer automatiquement dès lors qu'ils ne sont pas présents au moins une fois sur le dessin. Et après, pour alléger un fichier, en fait, c'est surtout, je dirais que la meilleure méthode de l'alléger, c'est d'essayer de ne pas l'alourdir quand on le construit. Donc là, ça va nécessiter d'avoir une excellente connaissance des outils pour éviter de faire des volumes trop complexes et de leur donner en fait l'enveloppe minimale, fonctionnelle et surtout pas d'imbriquer des quantités de volume à l'intérieur. Donc c'est déjà, avant tout, à ma connaissance, plus la bonne utilisation des outils que les nettoyer par la suite. Mais c'est une réponse complexe. Enfin, on pourrait rentrer dans le détail et je pense que ce n'est pas le but aujourd'hui. Il faudrait ça mériterait peut-être qu'on note la question et qu'on y rentre un peu plus en profondeur plus tard, peut-être par le blog. Ce serait une très bonne idée d'ailleurs de faire un article là-dessus. Moi, j'ai juste une petite chose à rajouter, hormis le fait effectivement de cleaner les objets, c'est qu'on a quand même une commande qui s'appelle alléger le volume. Alors effectivement, c'est des commandes qui existent depuis très longtemps sur Vectorworks. C'est juste que effectivement, avec les nouvelles configurations, ces commandes ont changé de place. En gros, comme Philippe vous l'a dit, donc la commande purger qui était en fait dans le menu fichier à l'époque va se retrouver dans le menu extra. Et la commande alléger le volume qui était dans la commande création 3D. Création 3D. Va se retrouver dans la sous-commande de menu convertir qui est dans qui est dans le menu outils. Non, c'est dans modèle, je crois. Convertir en volume allégé en fait. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça a changé de nom en plus, tu as raison. Oui, maintenant c'est devenu convertir. Oui, c'est le progrès, on va dire ça comme ça. Sinon, j'ai une dernière question en fait qui concerne donc l'outil rotation. Donc bonjour, l'outil rotation de la vue 2D est dans la version standard. Si oui, je n'arrive pas à l'utiliser. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'outil rotation de la vue 2D n'est malheureusement pas dans la vue standard. Alors, un petit truc en fait pour savoir de quel outil vous disposez, on va dire en fonction des versions,
c'est un PDF en fait, qui se trouve dans le dossier aide, dans le dossier d'installation de Vectorworks. Vous avez un dossier qui s'appelle aide ou help peut-être, VV help. Et donc dedans, vous avez un fichier PDF. En fait, il y a quelques fichiers PDF, dont un qui s'appelle commandes-et-outils.pdf, qui en fait recense toutes les commandes et tous les outils de Vectorworks de façon, on va dire, sous forme de tableau, hein, c'est-à-dire en gros, sur la partie horizontale, vous allez avoir toutes les commandes de Vectorworks, et sur la partie verticale, vous allez avoir les versions. Et donc, vous allez pouvoir assimiler, voir des croix en fait, qui vous indiquent la présence ou pas, selon la version, de telle ou telle commande ou outil. Voilà. Mais je suis désolé, effectivement, ce n'est pas très explicite en fait, par rapport à l'outil rotation, mais effectivement, il n'est pas présent dans la version standard. Bien. Écoutez, pour ne pas perdre trop de temps, puisque là, en fait, on a un petit peu dépassé, je vais proposer donc, à Philippe de passer sur la deuxième partie en fait, du webinaire, à nous présenter rapidement les nouveautés de 2021. Donc, Philippe, je t'en prie, je te laisse la parole. Alors, je repartage donc l'écran. Vous me voyez? J'ai mes onglets ici qui me... alors, je vais revenir ici. On va rester sur le menu, le dessin d'architecture. C'est très bien, je vais simplement juste enlever la classe ici. Alors, en fait, dans Vectorworks, quand on travaille, là, la deuxième partie, on s'aperçoit qu'en fait, on va passer beaucoup de temps à naviguer dans l'interface entre ici les outils qui sont là, les menus qui sont ici. Quand on travaille en bas, il faut remonter dans les outils qui sont situés à gauche. On fait énormément d'allers-retours avec la souris. Alors, au bout de 8 ou 10 heures de travail, ça peut devenir relativement fastidieux. Et pour éviter tout ça, en fait, les ingénieurs de Vectorworks ont développé une nouvelle fonction qui est très intéressante, qu'on appelle les menus flottants. Et en fait, vous allez voir, c'est quand j'appuie sur la barre espace, je vais avoir 4 petits icônes qui vont apparaître et qui représentent chacun un menu. Alors, si je regarde le menu qui est en haut à gauche, on va retrouver la palette des outils de base que vous avez là-haut. Donc, vous imaginez tout de suite que vous pouvez dessiner directement sous le curseur en évitant de vous redéplacer tout en haut à gauche de l'écran. Si vous regardez le petit menu qui se trouve à droite, on va trouver les modes de l'outil que l'on utilise. Si on va en bas à gauche, on va retrouver ici les derniers outils utilisés. Et puis, si on va en bas à droite, on va retrouver le menu des vues que vous avez vu dans la partie précédente. Alors, voilà comment on peut s'en servir. C'est très simple. Je vais venir ici, je vais ouvrir, je vais prendre un rectangle. Alors, pas de double-clic, pardon. Je vais faire ça. Je vais prendre la commande rectangle. Et puis ici, je vais venir là et je vais prendre, par exemple, le deuxième mode. Et puis, je vais travailler directement. Et si je voulais travailler en 3D, je ferai ça. Et puis, je lui dirai, je voudrais voir mon dessin en 3D. Voilà. Alors, on peut régler évidemment tous les paramètres de ce menu. En fait, quand vous faites ça et que vous ouvrez un menu, vous avez ici une petite roue. Quand vous cliquez dessus, vous allez retrouver les préférences de Vectorworks. Vous avez un onglet menu flottant. Et vous allez voir qu'ici, en fait, il y a un certain nombre de possibilités pour afficher ce menu. Moi, j'ai appuyé sur la barre espace, mais il y en a d'autres ici. Et quand vous allez regarder ici, vous allez voir la manière dont vous voulez afficher les icônes. Donc, quand vous demandez que des icônes seules, vous aurez l'équivalent de cet affichage. Si vous demandez les icônes avec les textes ou que les noms, vous aurez ce genre d'affichage. Et puis, les 4 parties qui sont ici, en fait, ça permettra d'afficher les menus que l'on veut. Et vous voyez qu'ici, le menu que j'ai affiché ici a été choisi parmi les trousses d'outils qui sont présentes sur le côté. Et puis, on a les modes d'outils et puis on peut choisir ce que l'on veut. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on pourrait même créer sa propre trousse d'outils avec l'éditeur de configuration. Et puis, on pourrait, comme ça, de manière, je ne vais pas trouver le mot, permanente, trouver toujours les outils dont on a besoin. On se définirait ici son propre menu et on aurait toutes les fonctions qu'on a besoin d'avoir sous la main pour éviter à chaque fois de retourner dans les différentes palettes qui se trouvent sur l'écran. Voilà. Alors, comme dans, bien entendu, aussi les palettes que vous avez vues, il y a ici un point d'interrogation. Ça vous emmènera vers la rubrique d'aide qui concerne les menus flottants. Alors ça, c'est une des
des 5 nouveautés qu'on va vous présenter. La deuxième nouveauté, en fait, pour vous la présenter, on était parti d'un constat. C'est qu'en fait, Vectorworks contient énormément de fonctionnalités. Vous avez vu, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de commandes. Ce n'est pas toujours facile de chercher et de trouver ce que l'on cherche. Et donc, la version 2021, en fait, a rajouté une nouvelle fonction qui s'appelle recherche. On y arrive ici en cliquant sur la petite loupe en haut à droite, mais on peut aussi appuyer sur la lettre F du clavier. Donc, c'est très facile à y accéder. Et puis, dans la zone de recherche au milieu, si par exemple je tape le mot mur, eh bien, je vais voir apparaître ici toutes les rubriques qui concernent le mot contenu, soit dans des outils ou des commandes. Alors ça, il y a ici 3 petits boutons de filtrage. On va avoir tout, c'est-à-dire que Vectorworks mélange les outils et les commandes. On ne voudrait ne chercher que les outils, donc auquel cas, on va se concentrer principalement sur la palette architecture, ou on ne voudrait que les menus, et là, on irait plutôt chercher les fonctions dans les menus déroulants. Alors, si je prends les outils, par exemple, ici, que je fais mur, eh bien, je peux tracer ici un mur. Voilà. Donc, ici, eh bien, en fait, c'est pareil, hein, quand je vais faire ici F, j'ai à nouveau ici la boîte de dialogue de paramétrage, une aide. Et puis, si je veux retirer ma zone de recherche pour pouvoir retaper autre chose, je clique ici sur la petite croix et je taperai, par exemple, un autre mot. Voilà. Si je ne faisais pas de faute, ce serait bien. Voilà. Et puis, je trouverai éventuellement les rubriques concernant le mot que j'ai tapé. Alors, pour les gens qui s'intéressent à la modélisation 3D, il y a une nouveauté très, très intéressante. Je vais passer en 3D. Voilà. Je vais me décaler un petit peu ici. Et puis, il y a, quand on dessine des objets, vous savez que quand on dessine des objets ici, on avait la possibilité de travailler avec des extrusions automatiques. Donc, quand je vais dessiner un objet ici, je vais le prendre et puis je vais tirer dessus. Vous l'avez vu peut-être déjà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que quand je vais rajouter un nouvel objet dessus, ici, dans les versions précédentes, avant la version 2021, on ne pouvait étirer que cet objet. À partir de la version 2021, on peut choisir la face qui nous intéresse. Là, j'étais obligé de tirer sur le rectangle, je n'avais pas le choix. En 2021, ici, je vais pouvoir prendre l'extérieur et par exemple, je vais pouvoir le pousser si je veux. Et actuellement, ici, je viens donc de créer maintenant automatiquement un volume soustrait et je n'ai activé aucune fonction de modification qu'on appelle booléenne, qu'on retrouverait ici là-haut. Le fait de pousser cet objet automatiquement va créer un nouvel objet volume soustrait, donc je gagne beaucoup d'étapes pour modéliser ces objets. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, j'ai dessiné un rectangle. Vous voyez, par exemple, je vais dessiner un rectangle, mais je pourrais très bien aussi dessiner sur cette face ici un peu. Si je faisais un polygone, ce serait bien. Voilà. Hop. Et puis, ça va être exactement de la même manière. Et là, ça ressemble étrangement au SketchUp, pour ne pas le citer. Mais je pourrais très bien aussi utiliser une droite et puis tirer automatiquement sur cette face. Donc, vous voyez, c'est extrêmement facile de modéliser maintenant des objets. Alors, ici, une nouvelle icône a été rajoutée. Elle offre la capacité en fait, de fusionner, de soustraire des objets entre eux. Et sans recours aux commandes d'opération booléenne, vous voyez, je vous l'ai montré, tant que cet icône ici est actif, eh bien, si je dessine un objet et que je l'étire, il est automatiquement fondu avec l'objet qui se trouve en dessous et il y a une addition de volume. Je n'ai pas besoin de faire une opération d'ajout de volume. En revanche, si ce bouton-là il est désactivé et que je dessine un objet et que je le tire, eh bien, il restera indépendant et il ne sera pas fusionné avec l'objet sur lequel je l'ai dessiné. Alors ça, c'est une fonction extrêmement importante parce qu'on arrive à faire de la modélisation très, très pointue et très précise. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres outils pour faire ça. Une autre fonctionnalité très intéressante aussi, alors je vais changer de calque, je vais aller sur Nouveauté. Voilà. Et puis ici, on va s'intéresser en fait à l'outil translation-duplication qui est là. Cet outil, en fait, permet de recopier des objets le long d'une trajectoire avec un intervalle donné. Donc, si je sélectionne, par exemple, ici ce petit rectangle et que je choisis, par exemple, ma translation, je vais lui dire que je voudrais, par exemple, 10 exemplaires. Et quand je vais
définir la distance entre l'objet d'origine et les copies, vous voyez, elles apparaissent automatiquement en bleu. Ça n'était pas le cas à l'époque dans la version 2020 et antérieure. Et ça, c'est très facile parce que maintenant, on voit tout de suite le positionnement des objets. Alors, c'est d'autant plus intéressant quand on va prendre le deuxième mode, qui est ici. Et là, on va pouvoir faire du calpinage. Je vais lui donner non pas la distance entre des objets, mais la distance entre laquelle je veux que les objets s'intercalent. Et là, vous voyez, je vais partir de la fin du premier rectangle pour aller au bout de celui-ci. Et là, j'ai un calpinage parfait. Quand je vais cliquer ici, je vais voir que mon calpinage s'est fait de manière automatique. Mais vous avez vu que le premier objet a disparu. Ben pourquoi? C'est très simple. C'est parce que j'ai oublié ici de lui demander de le garder visible. Et puis, il y a une nouvelle petite option ici qui, si elle est activée, laissera sélectionner l'objet d'origine. Donc maintenant, vous voyez que si je rajoute ces deux options et que je les active, eh bien, je vais obtenir maintenant ceci. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile en fait de construire des objets de cette manière. Et pour terminer cette présentation des nouveautés, nous allons nous intéresser sur le cinquième et dernier point, à l'historique de construction. Alors, en fait, je vais vous réaliser une petite figure très simple. Je vais dessiner un petit rectangle ici. Je vais prendre un autre mode. Voilà. Là, que je vais réétirer à nouveau. Je vais reprendre ici un objet rectangle. Alors là, je vais prendre le deuxième mode parce que ça m'intéresse. Et puis, vous voyez que quand je tire dessus, je fais automatiquement. Ah. Je me suis fait piéger. Voilà. Hop. Donc, je reviens ici. Je reviens là. En plus, c'est bien quand on fait des erreurs parce que ça permet de les corriger. Et puis ici, vous voyez que je vais faire un trou dans cet objet. Et puis, je vais terminer, par exemple, avec la trousse de dessin 3D. Je vais faire un arrondi. Alors, je passe 500, on va voir 500. Je vais mettre, par exemple, 300. Je vais me mettre dans une vue non pas isométrique parce que les arêtes sont superposées. Je vais venir ici dans arrondi. Je vais mettre, et puis là, je vais choisir, par exemple, 2 arêtes. Et puis, je vais faire ici un arrondi sur les bords extérieurs. Alors, si on fait un petit rendu OpenGL, on va voir. Ah, c'est joli, tiens, j'avais une belle texture. Bon, c'est très bien. Alors, en fait, dans les versions antérieures à la version 2021, je préfère repasser en filaire parce qu'on voit mieux ce qu'on fait. Voilà. Quand je vais faire un double clic sur cet objet, une nouvelle boîte de dialogue ici va apparaître avec 2 options. Alors, en fait, si je choisis la première option, éditer le volume, eh bien, je vais éditer en fait mes objets originaux. Donc ici, je vais éditer l'objet original puisque je me trouve dans l'arrondi que j'ai terminé tout à l'heure. Je devrais double-cliquer ici sur l'objet, rééditer le volume et puis éventuellement soit modifier le volume qui m'a permis de faire le percement. Donc je devrais refaire un double-clic sur cet objet pour, par exemple, modifier sa profondeur. Et vous voyez qu'ici, il y a une historique qui me permet en fait de remonter point par point et opération par opération tout ce que j'ai fait. Donc, je serai obligé de remonter. Alors, je pourrais remonter sur le volume soustrait, je pourrais remonter sur l'arrondi. Et puis, si je veux modifier mon objet et en sortir totalement, eh bien, je ne remonte pas ici niveau par niveau avec le petit bouton qui se trouve à droite. Je vais revenir ici carrément sur... Alors, comme je suis remonté trop haut ici, je vais revenir là. Et puis, je reviens directement sur mon objet. Alors, si je rajoute, par exemple, quelque chose de nouveau, je vais ici, par exemple, rajouter un cercle. Je vais faire ici une extrusion. Voilà. Donc, évidemment, j'ai fait un trou. Et si maintenant j'édite le même objet, mais que dans la boîte de dialogue, je prends ici éditer les objets sculptants, eh bien, je vais maintenant avoir la possibilité de choisir l'objet qui m'a permis de modifier ce volume. Donc, si par exemple, je sélectionne ici mon cylindre, je vais faire en fait un double clic et je vais retrouver tout de suite le cercle qui m'a permis de le faire. Je ne vais en aucune manière modifier le cylindre pour atteindre ce cercle, j'y vais directement. Et là, j'ai juste à modifier ma forme de base. Je remonte ici dans l'historique, je sors et j'ai fait une seule manipulation au lieu de 2. Je pourrais faire pareil en objet sculptant. Je pourrais venir ici, alors là, il faut que je fasse Alt normalement, et je pourrais faire un double clic ici. Là, je vais retrouver l'extrusion. Je pourrais modifier mon objet, je descends, et puis ici, je vais ressortir de ma modification. Donc, vous voyez qu'en fait,
je peux en fait choisir dans un premier temps, comme dans les versions antérieures à 21, la méthode classique, c'est-à-dire on édite les volumes et on a un petit peu le système des poupées russes. On va ouvrir les poupées les unes derrière les autres jusqu'à trouver la plus petite. Ou alors, on va carrément ouvrir la boîte, on va tout enlever et on va prendre que celle qui nous intéresse. Ce sera l'objet en fait de cette deuxième option, qui est une fonction bien plus performante que dans les versions précédentes. Voilà. Eh bien, ce cinquième point a été abordé. Pour ma part, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Adam, je te redonne la parole. Oui, bah, écoute, merci à toi, Philippe. Du coup, je vais essayer de récupérer ton écran. Hop, et voilà. Ben, merci, Philippe. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions, puisque bah, du coup, on est quasi à l'heure, à 3 minutes près. Est-ce que, alors, je remonte un peu. J'aurais aimé savoir s'il y a une version avec option texture miroir qui me permet de réfléchir les autres objets environnants. Donc, alors, pour répondre à la question de Philippe Leblanc, et pas Philippe Breul, Je crois que j'avais rien dit. le type de texture miroir, en fait. Oui, dans Vectorworks, on a la possibilité, même si elles n'existent pas, de pouvoir les créer. Du coup, il va falloir, en fait, en termes de réflexion, d'une part, aller choisir le shader miroir, qui va vous permettre, en fait, de définir, on va dire, le shader miroir, du coup, avec ses propriétés de réflexion. Et dans un deuxième temps, choisir un rendu réaliste, en fait, qui vous permette d'activer, on va dire, ces shaders dans les rendus. Donc, du coup, en fait, ça ne fonctionne que dans les rendus réalistes, pas dans les rendus OpenGL, en fait. Il y a un aspect à tenir compte en ce qui concerne les textures, du moins ce genre de texture, c'est le nombre de rebonds qu'on va demander donc, au type de rendu. C'est-à-dire que, en règle générale, si vous voulez avoir des textures réfléchissantes dans vos rendus, il faut augmenter le nombre de rendus en fait, de votre mode de rendu. Donc, de mémoire, par défaut, c'est 3 rebonds. Donc, vous augmentez à 4 ou 5 si vous voulez avoir, on va dire, des objets qui se réfléchissent dans d'autres avec des récurrences, quoi. Mais en fait, ce que je vous propose, c'est effectivement d'aller explorer un peu, on va dire, les options de texture en mode de création de texture, par exemple. Voilà. Alors, je n'ai pas forcément répondu, on va dire, à toutes les questions, mais dans l'absolu, on va reprendre le chat. Hein, on va regarder en fait si on a répondu à tout. Et donc, on essaiera de faire une réponse on va dire, un peu global sur toutes les questions dont on n'a pas répondu. En tout cas, je m'excuse par avance si je dirais il y a des gens qui attendaient des réponses auxquelles on n'a pas répondu. En tout cas, bah, j'espère que cette présentation, voilà, vous aurez apprécié cette présentation. En tout cas, pour nous, on va dire que c'est encore une nouvelle expérience. On espère réitérer, on va dire, les webinaires de façon un peu plus, on va dire un peu plus fréquente, un peu plus dans le temps, on va dire, voilà, un peu plus récurrente dans le temps. On espère, là, je veux pas donner de date parce que en fait, à chaque fois, on fait des promesses qu'on n'arrive pas à tenir, mais on espère en faire un peu plus, on va dire qu'elle soit, on est un peu plus dans le temps, du moins. Et qu'on voudrait, on va dire, traiter, on va dire, de sujets peut-être pas très complexes au départ, mais au moins de pouvoir, je veux dire, aborder différents points et permettre d'éclaircir différents points pour essayer de parler à tout le monde. Donc, en tout cas, j'espère vous revoir, en tout cas, sur nos prochaines présentations ou nos prochains webinaires. N'hésitez pas, quoi qu'il arrive, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à utiliser, on va dire, l'assistance donc, par le biais de tickets hein, sur le site Vectorworks.
enfin sur le site de Design Express, excusez-moi, dans la rubrique aide, vous avez donc l'assistance par le biais de formulaire. Ça vous permet de poser des questions et d'être tenu informé, on va dire, par mail. Et nous, ça nous permet en fait de répondre à vos questions de manière beaucoup plus apaisée que si on avait traité vos questions en direct. Donc voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vais vous dire à bientôt. Donc merci à toi Philippe et merci à tous. Merci à tous également et au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire.